J'ai l'impression que même quand on est avocat, trouver un poste de juriste aujourd'hui, c'est Oui, compliqué, et puis quoi. tu peux avoir des déceptions, hein. Tu peux aussi te retrouver dans un grand groupe. On a quand même la chance d'être une boîte ultra active, jeune, qui est en mouvement permanent avec une grosse composante internationale. Si t'aimes ça, tu vas pas t'ennuyer, quoi. Alors que si tu te dis, je quitte la profession parce que je suis cramé et je prendrai n'importe quel poste, possible que tu ailles au-devant de certaines déceptions. T'as eu vent, toi, d'avocats qui sont passés juristes et qui ont finalement se retrouvé dans des départements un peu... c'est limite, il se passe tellement rien que c'est... J'ai des connaissances qui ont fait le move de partir en entreprise et qui ont fini par revenir en cabinet assez rapidement. Ouais. Parce que ça manquait de piquant. Ça manquait de piquant ou la boîte qu'ils avaient choisie leur convenait effectivement pas. C'est vraiment un changement de mindset absolu. Ce qui me manque peut-être le plus, c'est quand même cet esprit de BD et d'aller chercher de la clientèle et de comprendre l'activité des clients. Ça, c'était vraiment passionnant en fait de découvrir d'autres activités. Le côté un peu consultant ouais, exactement. du monde d'avocat. Bon, salut Pierre, salut, très content de t'avoir. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Alors, j'allais dire directeur juridique, mais t'es pas exactement directeur juridique. Pas directeur juridique, j'aimerais, mais ça va venir. Non, du tout, c'est pas l'idée. T'es juriste à date. Chez Content Square. Chez Content Square, et je m'occupe de toute la partie M&A et corporate du groupe, donc à l'international aussi. Principalement la France, puisqu'on est encore une boîte française à date. Mais qu'est-ce que c'est Content Square pour ceux qui ne connaissent pas ? Content Square, c'est une boîte d'analytics. Donc on analyse le comportement utilisateur sur les sites internet avec beaucoup de features qui permettent à nos clients de comprendre ce qui se passe en fait, pour leurs propres consommateurs sur leur site internet et d'améliorer toute l'expérience sur le site. Trop bien. Bon alors, c'est très flou peut-être pour les cabinets parce que de ce que je vois moi de mon expérience, parce que c'est ce qu'on fait des sites web pour les cabinets, ils utilisent rarement, ne serait-ce que Google Analytics, ils ont du mal à l'ouvrir. Ouais. Parfois ils pensent qu'ils sont même en inégalité à mettre en place ce type d'outils. Qu'est-ce que ça permet finalement c'est quelle boîte qu'accompagne Content Square ? Et on a une multiplicité de boîtes en fait. Notre cœur de business originellement c'était les gros sites de e-commerce et le retail pour permettre d'améliorer on va dire le taux de conversion à la vente pour ces clients-là. Maintenant comme notre but dans la vie c'est aussi d'améliorer l'expérience utilisateur en général, il y a tout type de sites qui peuvent être concernés, en ce compris les sites publics également pour améliorer voilà, tout la fluidité en fait, du parcours et le chemin de l'utilisateur sur les sites. Ok, trop bien. Pourquoi j'ai voulu... alors, c'est Valentin qui nous a mis en relation. Vous avez pris un café il y a quelques semaines. Ouais. Et moi, j'adore avoir des juristes d'entreprise, de belles boîtes et des directeurs juridiques sur le podcast pour une raison simple. C'est ceux qui nous écoutent sont majoritairement des avocats, des experts comptables, des gestionnaires de patrimoine qui travaillent avec des juristes. Ouais. Alors, gestionnaire de pat plutôt... pour ceux qui marchent bien, ouais. Mais en l'occurrence pour des avocats, voilà, vous êtes la cible un petit peu privilégiée des avocats d'affaires. Et j'ai l'impression que parfois il y a une décorrélation entre le travail qui est réalisé par un cabinet et ce qu'attendent des juristes. Et donc je trouve ça toujours très intéressant d'avoir des personnes comme toi qui travaillent quotidiennement avec des avocats, qui ont choisi des cabinets sur lesquels avec qui ils apprécient travailler. Mais souvent, c'est pas anodin, c'est parce qu'en fait, derrière, il y a un vrai travail et il y a un fit culturel voilà. discret, ouais, absolument. Et donc, l'idée, c'est comprendre comment, en tant que, je sais pas, moi, je suis avocat en droit des affaires, même si je me lance ou même si j'ai 40 ans d'expérience, comment je peux aujourd'hui aller travailler avec des boîtes comme les vôtres et donc, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place ? Quelle attitude je dois avoir et qu'est-ce que vous recherchez ? Donc, ça dépend de toutes les boîtes. Mais du coup, j'avais eu, tu vois, quelqu'un qui travaillait chez Action Sociale, ouais. Élise Marie Bonfils, donc, qui était directrice juridique, qui avait certaines demandes très spécifiques parce que c'était des sujets très particuliers sur lesquels elle traitait. Là, on est plutôt sur une boîte de services privés, donc rien à voir, je pense, dans ce que vous recherchez. Donc, avant ça, on va parler de toi et voir comment tu travailles pour essayer de comprendre justement derrière et tirer le fil sur... Finalement, qu'est-ce qu'il recherche, lui, dans son travail. Alors, raconte-nous un peu comment tu es arrivé chez Content Square, qu'est-ce que tu faisais avant, qui tu es, Pierre. Avec plaisir. Alors, ça va pas être très compliqué parce que j'ai un parcours assez classique. En fait, je suis devenu avocat dans les années 2010, on va dire. J'ai fait tout mon parcours dans un premier cabinet qui s'appelait toujours FTPA. Je suis resté jusqu'au stade de counsel. Et puis après, j'ai pris un nouveau départ avec une des associées avec qui je travaillais historiquement.
Et au moment où on transitionne vers ce nouveau cabinet qui est Scotto Partners, j'ai un des clients historiques avec lesquels je travaillais qui a eu besoin de quelqu'un pour s'occuper du corporate. Okay. Il y a toujours eu un très bon fit avec cette personne, donc ça m'a fait considérer le move. Voilà, ça n'a pas été une décision forcément évidente parce que j'étais donc arrivé au stade de consult, à quand même commencé à constituer une vraie base de clientèle qu'il faut malheureusement laisser un peu de côté. Maintenant, on peut toujours aller et venir entre les deux. Je pense que c'est pas impossible, mais et ça, c'était Content qui t'avait quelqu'un de chez Content? Ouais, okay. Arnaud Guachon, qui est notre CLO, notre directeur juridique actuel, trop bien. Avec qui on a toujours eu un très bon fit et qui m'a fait considérer ce move. Outre le projet lui-même de Content Square, qui était une boîte en pleine croissance, avec un produit exaltant, un côté tech très enthousiasmant pour quelqu'un qui faisait que du juridique M&A au quotidien. Et toi, tu avais constitué une clientèle. Alors, quand tu étais consult chez Scotto, tu avais constitué une clientèle en parallèle, perso. Tu te voyais associé en fait, ou t'associer dans un cabinet ou fonder ta structure. Ouais, c'était carrément la démarche en fait. Alors FTPA, pour ne pas les citer, ils ont une vraie politique pour permettre à leur collab de grandir avec la constitution d'une clientèle. Trop bien. Scotto également, bien sûr. Et donc, au fur et à mesure des années, on prend le temps de développer, d'aller voir des entrepreneurs qui débutent parce qu'on peut se permettre des tarifs plus bas et d'avoir une vraie volonté de développer. Et donc ça fonctionnait plutôt bien. Ok. Et pourquoi Alors, c'est le projet, c'est aussi l'envie d'être un peu plus tranquille. Est-ce que c'est aussi une proposition qui était trop alléchante et tu t'es dit vas-y, je veux pas passer à côté? Est-ce que en fait tu te fermes un peu un jour la porte de dire un jour peut-être que je redeviendrai avocat, mais là pour le moment mon aventure elle est ici? Comment tu vois les choses? Ça a été la décision. Alors c'était d'abord un projet, c'était un fit de personnes et un projet parce que la boîte était effectivement très enthousiasmante et que je la connaissais un petit peu pour être conseil extérieur pendant quelques temps. Sur certains sujets un peu structurants. Et donc non, la porte pour revenir à l'avocature, elle est pas fermée du tout, mais il faut le faire en conscience, c'est-à-dire que tu perds tes clients en instant T et que tu les récupéreras pas. Donc il va falloir rebâtir ce que tu as perdu, effectivement. Ouais. Mais parce que c'est vrai que nous, on accompagne de plus en plus d'anciens directeurs juridiques, des juristes qui se relancent, qui remettent la robe. Et ils ont, et c'est là où je pense ce qu'on va parler aussi, ils ont vécu le côté entreprise. Et en fait, c'est une vraie force. On en parle d'ailleurs, Fleurus, avocat, elle a été fondée par Fleur Jourdan. Elle a été magistrat. Ensuite, elle a bossé département, région, je crois, quelque chose comme ça, d'Île-de-France. Je ne sais plus exactement quelle boîte. Et ensuite, elle est redevenue avocate. Et ça lui donne une vraie force de dire, en fait... magistrat, j'imagine qu'elle a appris plein de choses, mais en fait, surtout, je sais comment ça se passe chez le client. Donc, je sais comment ça doit se passer dans le cabinet pour délivrer de la qualité. Après, c'est du management et tu apprends des choses. La qualité et surtout ce que le client va attendre. Tu as une vraie plus-value à connaître de l'intérieur les besoins de la société qui sont un peu différents de ce que tu vas pouvoir connaître comme... en cabinet en fait en termes de livrables où tu vas vouloir quelque chose de effectivement très rigoureux et c'est ce qu'on me demande en tant que client bien sûr, très rigoureux avec une recommandation claire, etc. Nous on doit jouer avec un peu plus de flexibilité, un peu plus de rapidité dans les décisions, des sujets internationaux avec lesquels certains cabinets sont pas forcément les plus à l'aise. Donc concrètement comment ça se passe parce que j'imagine que toi tu gères déjà plein de sujets que tu es capable de gérer tout seul. Comment vous arrivez au stade où vous dites ok là faut qu'on demande à un cabinet? Tu as le stade de l'obligation de la représentation déjà. Il y a certains sujets pour lesquels on a une représentation obligatoire, donc ça c'est une chose. Et ensuite ça va être soit des sujets sur lesquels on n'a pas la technicité en interne, pour lesquels on a besoin de s'appuyer, ou pour lesquels on a finalement un besoin de mise à jour et de pratique en fait, et d'expérience aussi de la part des cabinets. C'est-à-dire que notamment, alors les deals M&A, on peut absolument les faire en interne. Maintenant, quand il s'agit d'un deal à l'international avec les États-Unis, on a besoin d'un conseil américain, on a besoin... c'est autant pour backer que pour... C'est-à-dire dans le sens où c'est pour s'assurer que vous êtes en train de... C'est en partie pour se baquer, c'est aussi pour pas commettre d'impair, on va dire, dans les négociations et être conscient de la réalité du marché,
de ce qui se pratique à date. Les États-Unis notamment sont très market practice par rapport à ce que tu peux voir en France où tu peux avoir un peu plus de créativité. Ok. T'as des... C'est-à-dire de créativité, les Français, les Non, avocats non, non, français. non. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'entends parfois effectivement, on me parle d'avocats qui tentent des choses et qui disent, en fait, ils disent une loi c'est fait pour être Alors, changée. Donc, toujours dans l'épure de la loi quand même, mais tu vas pouvoir parfois te permettre, là où dans un deal US, on va te dire, écoute, ça c'est ce qui se fait sur le marché, on va pas en déroger. Tu vas dire, ok, c'est comme ça. En France, tu as des avocats qui pourront être un peu plus volontaires dans la négociation notamment. J'aurais vu l'inverse alors qu'en fait, pas du tout. Non, non. Et donc, pour résumer, vous avez un besoin très spécifique, donc vous allez faire une demande. Ouais. Et quand c'est des besoins spécifiques, c'est-à-dire c'est des pans du droit que vous ne travaillez pas, ou c'est très technique? Comment vous déterminez ce... Alors, il faut comprendre comment est structurée notre direction juridique. En fait, on a donc Arnaud qui est notre CLO, et ensuite on a une répartition par grand pôle de technicité avec des chefs de file en fait qui sont des techniciens en fait dans leur matière. Donc il y a peu de pans qu'on ne couvre pas, ça peut arriver, mais il y a peu de pans qu'on ne couvre pas. Et ensuite on va aller chercher un conseil, soit parce qu'on a besoin de mieux connaître la législation locale, comme on est très global en fait, on n'a pas forcément de vision sur toutes les législations du monde entier, forcément, ou alors on a un point technique qui va nécessiter une négociation spécifique, ou un peu plus de savoir. On n'est pas au top sur tous les sujets non plus, c'est normal. Moi je prends toujours l'exemple c'est là où à mon sens les cabinets ont quand même des belles années devant eux. C'est aujourd'hui il y a des outils qui peuvent permettre de faire des sites internet, mais aujourd'hui une agence qui a fait 200 sites, qui a vu ce que c'était, qui sait exactement ce qui fonctionne pas, ça coûte cher, mais ça fait gagner du temps. Et c'est un peu la même idée avec un cabinet, où ils sont tombés sur les 450 situations différentes, ils savent ce qui s'est passé, comment ça se passe. Après, vous avez quand même développé, je pense, pas mal d'expérience. Comment vous arrivez à un petit peu... Est-ce que vous avez des méthodes au sein du département pour, je sais pas moi, canaliser la connaissance, regrouper la connaissance et aller pouvoir repiocher dedans pour éviter de toujours recontacter un cabinet alors que l'expérience a déjà été vécue? Est-ce que vous avez des choses, des méthodes d'organisation? C'est sujet aux mises à jour législatives ou réglementaires que tu pourrais avoir, mais on se crée effectivement des bases de données. Déjà, on connaît notre groupe très en profondeur, donc ça permet aussi d'orienter en tout cas les réflexions des cabinets et de mieux circonscrire nos demandes en fait, parce que sur une recherche qui va apparaître un peu large, on peut se noyer en fait dans des tas de détails, alors que nous on sait très précisément le point dont on a besoin parce qu'on aura potentiellement déjà rencontré ce cas par le passé. Trop bien. Et je suis curieux aujourd'hui, parce qu'en plus, Content Square, pour le coup, c'est une belle boîte de data. Donc, j'imagine qu'il y a une culture un peu tech, où vous êtes allé chercher un peu les outils, vous, en interne. Est-ce que vous êtes équipé avec des outils d'IA, avec des tonnes de documentation juridique, d'éditeurs, etc. On a un peu tout ça. On a beaucoup sur la gestion contractuelle, notamment, en termes d'IA. Sur l'analyse automatisée de nos contrats, dans le but des clauses. Moi, dans mon domaine de changement de contrôle automatisé, ce genre de choses, on est plutôt bien équipé. Et après, sur de l'information juridique et de la mise à jour juridique, on a une base de données évidemment qu'on connaît. Trop bien. Et donc, ça, c'est quelque chose que tu sais beaucoup ou finalement quotidiennement. Quotidiennement, nos logiciels de gestion contractuelle sont utilisés en day-to-day par les équipes commerciales, bien sûr, puisqu'on a besoin de faire le suivi. C'est cet outil aussi qui génère les contrats, etc. Les bases de recherche également en fonction des différents sujets. Quand tu es sur une négo M&A, c'est moins prégnant puisqu'on a moins ce genre de sujet, mais en phase de due diligence, en phase sur des questions corporate plus ponctuelles, ce genre de choses, on en a besoin. Trop bien. Et là, le département, vous êtes combien? Enfin, du coup, la boîte, c'est tu m'as dit 1500 personnes? Ouais, à peu près, 1500, 1600. Vous êtes combien dans le département légal et côté légal global sur la boîte? Alors, nous, notre département légal incorpore aussi la sécurité. Donc, on n'est pas que des côté juristes. Cyber Exactement. On n'est pas que des juristes dans notre département et on est entre 40 et 50. Ah ouais, donc il y a un beau département
j'imagine que pour Content Square, c'est important pour le coup de faire patte blanche côté cyber. C'est assez logique. même indispensable. Ouais. Ça Mais, fait partie des raisons pour lesquelles les clients nous choisissent aussi, c'est-à-dire qu'on est en capacité de garantir la sécurité. De la donnée. Ok, trop bien. Et à partir de ça, comment toi vous faites une demande, c'est-à-dire parce que toi tu connais justement par cœur comment est construite la boîte, et donc vous allez demander des points précis. Comment vous formulez la demande et comment vous faites pour choisir le cabinet sur lequel vous allez vous positionner? Alors on a une base de cabinets, on va dire, en France et à l'international avec lesquels on a plutôt l'habitude de travailler. Il y en a certains qui sont arrivés soit par recommandation parce qu'on avait des gens en local qui nous ont conseillé de prendre ces cabinets-là. Après, on fonctionne aussi à la notoriété des cabinets, bien sûr. Il y a un vrai sujet qu'on explore qui aurait été d'avoir un cabinet centralisateur avec des départements, des bureaux un peu partout. C'est pas forcément le plus simple parce qu'en fait, c'est des cabinets qui sont souvent assez chers. Et nous, on est sous contrainte budgétaire, effectivement, assez régulière, comme n'importe quelle société. Donc non, ça va être un peu au cas par cas et aussi au fit culturel qu'on va pouvoir créer d'abord dans la demande qu'on va présenter et en leur expliquant notre manière de travailler, s'ils sont capables de se plier à nos exigences ou en tout cas de travailler un peu selon nos méthodes. Et comment vous faites? Est-ce que vous êtes du genre à envoyer un truc, bon allez là 23h il le faut pour demain, ou est-ce que c'est des demandes? Des fois je me dis mais est-ce qu'ils se mettent de la pression tout seuls? Alors on leur envoie un mail et ils disent bon les gars faut que demain ça tombe, ou c'est un vrai besoin que vous avez vous de dire non mais les gars par contre il nous faut le truc pour demain? Ça c'est pour le coup on parlait du bienfait d'avoir l'expérience entreprise pour être un bon avocat, mais tu peux aussi avoir l'inverse, c'est-à-dire que si tu es passé par le stade d'avocat pour devenir un bon juriste, tu sais que tu vas pas faire une demande, enfin en tout cas moi c'est ma politique, j'en ai trop souffert pour l'idée c'est vraiment de faire les demandes et quand elles sont pressantes, elles sont effectivement pressantes. On a passé des nuits aux côtés de nos conseils pour finaliser des deals ou faire des choses comme ça. Il faut que ce soit nécessaire. Il n'y a pas de pression. Et ça, limite, tu leur dis? Ouais. Je leur dis, en fait, c'est assez clair. C'est-à-dire que si j'ai une demande pressante, c'est qu'elle l'est vraiment. Donc il va falloir qu'on sorte le truc rapidement. Et je serai aussi tout à fait disponible pour la gérer si vous avez des questions, mais il faut le faire. Et comment... Parce que quand tu fais comment tu fais des demandes au fur et à mesure de l'année, comment tu gères le budget? Est-ce que vous avez un budget en disant bon les gars cette année on ne doit pas payer plus de 100 000 euros de frais d'avocat, 1 million de frais d'avocat? Enfin, comment vous faites ça? On a un exercice budgétaire en début d'année où on essaie de planifier les besoins dont on va avoir sur l'année. Alors avec le MNS, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on ne sait jamais quand une acquisition va se présenter. Mais on a un budget auquel on doit se contraindre avec des postes déterminés. Après, il y a toujours des circonstances exceptionnelles qui font qu'on peut avoir besoin d'un peu plus de budget, mais sinon on va essayer d'internaliser au maximum certains sujets et de faire des demandes, comme je te disais, très circonscrites pour pouvoir limiter les Et est-ce que vous avez une préf pour... Après, j'imagine que dans ce type de cabinet, c'est pas trop le cas, mais vous leur demandez un espèce de forfait en disant là, pour le coup, je te pose une question, faut pas que ça me coûte plus que ça, sinon, en fait, ça m'intéresse même pas de poser avec toi, ou comment vous faites? Je vais pas le dire comme ça, mais la demande du forfait, désormais, elle est un peu acquise, en fait. C'est-à-dire qu'il y a finalement assez peu de cabinets qui vont continuer à travailler avec nous complètement au taux horaire. On a besoin, nous, de visibilité, de planification. Il y a des dossiers dans lesquels on n'a pas trop le choix. Sur un deal, par exemple, je sais que même si je demande un forfait, on va potentiellement l'excéder vu la complexité des dossiers qu'on a devant nous. Mais non, la demande, elle sera pour nous en termes de planification plutôt forfaitaire. Ok, trop bien. Ou un discount général sur... et puis, et c'est limite, vous prévoyez des contrats cadres au début d'année en disant voilà, il va nous falloir 1500 heures. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. On pense qu'on va être dans la même dynamique, sachant qu'on n'a pas prévu de trucs particuliers. Comment ça se passe? Ça se pratique. Il y a certains cabinets avec lesquels on peut le faire parce qu'on sait qu'on ne va pas avoir beaucoup de demandes. Il y a certains avec lesquels on a une hotline qui est en place, donc avec un forfait qui décompte en fait. C'est un peu piégeux pour les sociétés parce que tu peux vite te retrouver à payer un forfait dont finalement tu n'as pas besoin, donc il faut être sûr de pouvoir réassesser d'année en année. C'est pas forcément sur quoi vous sautez dessus. Et est-ce qu'ils ont mis, je sais qu'il y a des cabinets qui commencent à faire ça, est-ce que vous avez des cabinets qui ont commencé à mettre en place des espèces de
de mise à disposition de leur outil d'intelligence artificielle avec leur GED à l'intérieur, Ouais. sur lequel vous pouvez vous appuyer? Alors ça dépend lesquels. Les cabinets n'ont pas tous encore embrassé complètement la solution technique, ce qui je pense est un vrai sujet. Ouais. Je sais que chez Scotto par exemple, c'est vraiment un truc qui a été compris assez rapidement, de pouvoir industrialiser un peu aussi le travail avec un outil technique. Nous on a Cooley aux États-Unis, qui est une grosse firme de l'Ouest américain qui nous accompagne depuis toujours, et ils ont effectivement un certain nombre de documents auxquels tu peux accéder. Ils mettent ça à disposition pour tout leur venture. Trop bien, ouais. C'est Gide aussi, je crois, proposer une solution un peu similaire. Bah, je sais que Reed Smith font ça là maintenant. Ouais. Ils mettent en avant un outil, ils peuvent utiliser un outil d'intelligence artificielle avec leur. Alors je sais pas si ça leur met toute la donnée que eux ils ont connectée, mais en tout cas. Mais il n'y a pas je trouve tellement ça de cool. valeur en fait pour un cabinet à conserver, si tu veux, ces templates un peu comme ça, alors que finalement tu peux aussi commencer à créer une relation avec des startups plus naissantes qui ont des contraintes juridiques et financières beaucoup plus importantes. Je trouve que il y a une vraie plus-value à aussi donner accès à de la donnée qui est de C'est faible limite valeur ajoutée. ils parient sur, sur des chevaux en disant voilà, on va bosser avec vous. Ouais, c'est un peu ça. Et puis surtout, ils vont avoir assez rapidement rentabilisé leur template en fait. Tu as un travail de mise à jour qui se fait nécessairement, mais les clients vont avoir du mal à comprendre qu'on continue à leur facturer des choses qui sont finalement très standardisées. Ouais. Je suis d'accord. Non, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais... Et en cas de besoin hyper spécifique, c'est-à-dire, voilà, là, c'est sujet, je sais pas, de droit maritime. Au final, je sais pas pourquoi on rentre là-dedans, mais et on a besoin d'une réponse à une question. Est-ce que vous allez chercher des cabinets dans ces cas-là? Enfin, dans quel monde vous allez chercher de nouveaux cabinets, parce que vous avez déjà des partenaires de confiance sur lesquels en fait vous n'allez pas vous faire chier à aller rechercher d'autres personnes? Bah, c'est un sujet qui nous tombe dessus, auquel on n'a pas spécialement pensé. Tu vois, ça peut être un sujet, j'en sais rien, antitrust, ça peut être des choses comme ça pour lesquelles. Alors bon, nous en l'occurrence, on a des cabinets qui sont plutôt full service, donc il y a peu de matières dans lesquelles on va pas être accompagné. Tu peux avoir des besoins en financement qui sont différents. On est backé par des fonds depuis très longtemps, et il y a quelques années, on a mis en place aussi une ligne de crédit, ce genre de choses. Okay. Il fallait un cabinet spécialisé qui pouvait aussi négocier avec les banques, avec justement le market practice dont on parlait tout à l'heure. Donc là, dans ces cas-là, comment tu les trouves? Est-ce que tu fais partie de ceux qui regardent les classements, par exemple, ou pas du tout? Oui. Parce que en fait, ça permet quand même au cabinet de donner de la visibilité, et tu sais que finalement tu te lances un peu plus avec confiance parce qu'ils vont avoir vu les cas, une multiplicité de cas sur lesquels tu pourras finalement t'adosser pour mener ta négo et avoir un bon outcome. Sinon, on fait des demandes auprès de nos partenaires habituels aussi pour qu'ils nous donnent des recommandations avec d'autres cabinets. Si eux n'ont pas la compétence en interne, d'autres cabinets avec qui ils travaillent, avec qui ils ont confiance. Ouais. Trop bien. Et comment vous faites le jour où, je sais pas, vous avez choisi 3 potentiels prestataires avec qui vous avez bossé? Ça se fait au fit, ça se fait au prix, c'est un mélange de tout, j'imagine? Ça se fait bien sûr au prix, évidemment au prix, et ensuite beaucoup au fit aussi, sur la discussion qu'on va pouvoir avoir, la confiance qu'ils ont pu nous donner dans leur practice aussi, parce que il y a énormément de cabinets qui vont te vendre sur un sujet leur connaissance, alors que finalement ils ont peu pratiqué. Nous, quand on vient voir un cabinet, c'est justement pour avoir une technicité très forte. Sinon on internaliserait. Tu vois, on a quand même beaucoup d'anciens avocats dans nos équipes, donc tout le monde est capable d'ouvrir un code. D'aller chercher de l'info s'il faut. Ouais. Trop bien. Non, mais c'est vrai que tu vois, là en ce moment on accompagne 2 avocates avec qui font des sujets, qui travaillent sur des sujets de niche, droit maritime, droit du travail maritime, et donc Nathalie, n'importe quoi. Natacha Menotti et Nathalie Goutalan qui fait de la droit de la sécurité alimentaire, elles sont toutes seules sur et en fait elles sont débordées, et du coup je me dis, mais tu vois, à mon sens c'est les plus à même de rentrer dans des grands cabinets, parce qu'en fait c'est les seuls qui sont capables de répondre à ces questions, tu vois. Ouais, sans doute. Ou alors pour le coup elles peuvent rester, on va dire, en boutique, mais développer des partenariats avec des grands cabs, parce que ces grands cabs n'ont pas la technicité. Tu vois, c'est pas c'est assez fréquent qu'un cab te dise je vous recommande à cette personne-là, parce que vous allez voir, c'est un petit cabinet, mais ils sont extrêmement pointus dans leur domaine, ils sont imprenables, quoi. Et puis c'est ce que ça a l'air d'être. Et donc c'est vrai que c'est assez
c'est assez cool à voir parce qu'en fait, tu te dis, ils sont. Alors, je pense que c'est pour ça, des fois qu'on voit des cancels dans les sites, on les voit dans 4 sites différents, on se dit, ah bah putain, ils sont partout. Mais l'idée est là. Ok. Et pour parler un peu de ton parcours sur comment tu as vécu, toi, le changement juriste d'avocat à juriste, est-ce que ça t'a fait du bien? Qu'est-ce que tu parce qu'on en avait parlé, qu'est-ce que tu reproches un peu au monde des cabinets sur sans taper dessus, tu vois, Oui, non, il n'y a pas de mais dire problème. qu'est-ce qui pour toi fait que tu t'es dit bon, en fait, ça vaut le coup d'être juriste. Déjà, est-ce que le pari a réussi? Bon, tu peux pas dire non Pour maintenant, l'instant, là, c'est tout pas va possible, bien. mais Jusqu'à présent, tout va bien. J'ai pas de reproche particulier. C'était aussi une décision très personnelle. Il y a peut-être juste un petit, je suis sûr que c'est en train d'évoluer, mais un petit manque de compréhension de l'évolution du monde du travail, du système hiérarchique, on va dire, qui peut être un peu archaïque, en tout cas ouais. dans les cabinets. Un manque d'intéressement aussi des plus juniors aux résultats vraiment du cabinet. Tu vois, tu as quand même une strate, on va dire, de partenaires qui usuellement vont effectivement générer le business, bien évidemment, mais qui ont du mal à faire ruisseler après dans le futur. Notamment sur le développement de la clientèle, ce genre de choses. Ouais. Et puis, je suis arrivé à un moment aussi dans ma vie où j'allais avoir un deuxième enfant et il fallait changer un peu. Il fallait profiter ouais. un peu. Profiter. Et finalement, en tout est-ce cas, que, ouais. est-ce que finalement tu t'y retrouves au terme de. Enfin, ça bosse énormément, j'imagine, Ouais. chez Content, mais est-ce que finalement tu as quand même plus de visibilité sur ton temps libre, etc. Ouais, ça c'est le vrai point, la vraie différence, c'est qu'en rentrant en entreprise, alors c'est un peu antinomique avec l'idée d'être dans une scale-up, mais tu découvres un temps un tout petit peu plus long, c'est-à-dire que tu n'es plus toi en train de vendre du temps homme et finalement être au service de quelqu'un qui va te faire des demandes à des heures indues, ou pas, mais avec un calendrier assez serré. Tu es plus en contrôle de ta vie, ça c'est sûr. Ouais. Et ça, je pense que ça change la vie, mais après, c'est le monde du service, dans un C'est sens. absolument le monde du service et je pense que n'importe quel client attend ça de son conseil parce Ouais. qu'en fait, tu es dans une situation difficile et stressante. Si tu fais appel à ton conseil, c'est que tu as vraiment besoin de lui à ce moment-là. Tu t'attends à ce qu'il réponde en fait. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est. Enfin, tu vois, ça donne je trouve le ton de voir que toi, tu as été recherché, on est venu te chercher parce que tu bossais bien et en disant bon, bah, allez, viens chez nous, tu vas kiffer. Et je trouve que c'est la plus belle manière de sortir de la profession dans un sens parce que j'ai l'impression que même quand on est avocat, trouver un poste de juriste aujourd'hui, c'est Oui, et compliqué, puis quoi. tu peux avoir des déceptions, hein. Tu peux aussi te retrouver dans un grand groupe ou dans une structure qui est. On a quand même la chance d'être dans une boîte ultra active, jeune, qui est en mouvement permanent avec une grosse composante internationale. Si t'aimes ça, Ouais. tu vas pas t'ennuyer, quoi. Alors que si tu te dis, je quitte la profession parce que je suis cramé et je prendrai n'importe quel poste, Ouais. possible que tu ailles au-devant de certaines T'as eu déceptions. vent, toi, de juristes, enfin d'avocats qui sont passés juristes et qui ont finalement se retrouvé dans des départements un peu. C'est limite, il se passe tellement rien que c'est. Alors, vent, j'ai pas de cas particulier en tête. J'ai des connaissances qui ont fait le move de partir en entreprise et qui ont fini par revenir en Ok. cabinet assez Ouais. rapidement. Ouais. Parce que ça manquait de Ça piquant. manquait de piquant ou la boîte qu'ils avaient choisie leur convenait Ouais. effectivement pas. C'est vraiment un changement de mindset absolu. Moi, ce qui me manque peut-être le plus, c'est quand même cet esprit de BD et d'aller chercher de la clientèle et de comprendre l'activité des clients. Ça, c'était vraiment passionnant en fait de découvrir d'autres Le côté un peu activités. consultant Ouais, exactement. du monde d'avocat. Ouais, mais ça m'étonne pas. Mais ouais. Et en même temps, ce qui doit être sympa, c'est de voir les projets long terme, c'est de dire ok, c'est ça qui bouge. Même si les choses prennent du temps, mais ça doit aller vite quand même chez vous. Ça va très vite, mais effectivement, tu travailles. Tu es moins à la recherche en fait de clientèle et de chiffre d'affaires court terme. Tu es vraiment en train de développer. Toi, ça te stressait pas? C'est pas quelque chose qui te stressait d'aller chercher des clients? Ah, pas du tout. J'adorais ça. En fait, vraiment, c'était vraiment le côté business développement et discussion avec les clients me passionnait. Ouais, parce que c'est vrai que ça, pour le coup. Et ça, c'est pas possible. Alors, j'imagine que c'est pas l'idée parce que ça bosse beaucoup, mais c'est possible d'être juriste et d'avoir sa casquette avocat et de faire. Non, c'est pas Non, tu impossible peux ça. pas. En fait,
Si tu fais du consulting sur des sujets juridiques, l'ordre va te tomber dessus en disant que tu fais de l'exercice illégal de la profession d'avocat, ce qui est absolument légitime. Tu peux pas être juriste freelance comme certains le font. J'ai vu quelques posts LinkedIn assez malvenus, je pense. C'est pas, c'est pas possible. Il y a un monopole, c'est une activité réglementée, donc c'est pas. Mais ce serait intéressant. C'est parce que moi, par exemple, quand j'ai toujours bossé en freelance en parallèle de mes tafs, et ça a jamais vraiment posé de problème. Parce que je faisais pas de la concurrence ou quoi que ce soit, mais là on est dans un cadre. C'est vrai que finalement ça bloque vachement, on est vachement libre dans le privé dans des professions qui sont pas réglementées. Mais bon, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Trop bien. Qu'est-ce qu'on te souhaite toi du coup dans les années qui suivent? C'est quoi un peu l'objectif de content et du coup toi comment tu te vois dans tout ça? Écoute, je pense que l'idée c'est qu'on continue à faire grossir cette boîte en prenant bien sûr des parts de marché un peu partout, arriver aussi à continuer à créer de l'innovation pour être vraiment une boîte tech qui compte et qui continue à innover au quotidien. C'est ça qui est exaltant aussi dans ce job, c'est que en fait tu as beaucoup de sujets très innovants qui posent énormément de questions juridiques, mais qui sont très chouettes à explorer et qui permettent d'avoir un vrai impact sur la vie des gens après au quotidien. Et avec l'IA qui arrive, t'as regardé un peu tout ce qui est IA Act, etc. Vous êtes Alors, c'est pas mon domaine en particulier, on a quelqu'un qui s'occupe de ça chez nous. Mais l'IA, c'est au cœur de notre stratégie. Et qu'est-ce qu'il a l'air de dire? Est-ce que c'est beaucoup de bruit, mais finalement le papier en lui-même ne vaut pas grand-chose? Je pense que l'Europe est très en avance sur la réglementation. On l'a été sur le RGPD. Et il faut aussi mettre du réglementaire en fait sur la question IA pour pas que ça devienne une zone de non-droit absolu, comme on peut essayer de la. C'est pas trop compliqué pour vous tout ce qui est RGPD, etc. C'est pas trop compliqué. C'est pas compliqué dans la mesure où notre produit il est aussi bâti pour être RGPD compliant. Donc l'idée c'est d'intégrer tous ces sujets-là. C'est aussi l'intérêt d'avoir un département juridique très très efficace, on va dire, et en tout cas au fait de ces sujets-là et relativement développé. C'est parce que on a capacité aussi de pousser des sujets pour que notre solution soit meilleure dès le début. Tu vois. By design, en fait, on va essayer d'intégrer tous ces sujets réglementaires. C'est vrai que c'est une boîte sexy dans laquelle tu es. Et tant mieux, franchement, ça doit être un plaisir de bosser dans un endroit où les choses sont bien faites. Ouais. Et bon, moi, j'ai jamais vu, j'ai vu les outils plus ou moins, mais j'ai jamais utilisé à titre perso. Mais c'est vrai que ça donne envie à chaque fois. Bon, je suis pas client de toute manière. Mais n'hésite pas, on peut... je regarderai. En fait, je sais pas si les cabinets, tu vois, c'est des besoins pour eux. Je pense que ça peut être vous développez des sites internet. En fait, il y a tout un levier site internet pour les cabinets d'avocats qui est pas, je pense, complètement utilisé. Tu vois, c'est sûr. On est en train de se dire on présente juste le cabinet, mais il y a énormément d'autres choses à faire avec un site internet de cabinet d'avocats. Mais et tu vois là, je fais une session de webinaire pendant 6 semaines parce qu'en fait, tous nos clients, mais petits cabinets, grands cabinets, entreprenants, personne n'utilise leur site internet alors que je passe ma journée sur LinkedIn et il like tous mes posts en plus. Donc je leur dis mais faites-le maintenant. Et en fait personne ne fait rien. Ouais. Et pourtant ils me disent bah oui mais je manque de clients. Je suis mais attends mais tu vois il y a une dynamique que je ne comprends pas. Ouais. Et donc là je me suis dit bon je vais essayer de mettre encore plus ma pierre à l'édifice. Mais non c'est quelque chose qui est pas du tout utilisé. Ouais. Et des énormes cabinets qui ont des stades de sites mais c'est du n'importe quoi, rien du tout. Enfin, franchement, tu te dis en fait leur site ne sert vraiment à rien. C'est peut-être parce que leur site n'est pas assez accessible, donc ils ont peut-être intérêt. Ouais, il y a plein de choses. Puis ils l'utilisent pas en fait, ils l'exploitent pas alors qu'ils sont, je sais pas combien dedans. Ils ont des collaborateurs qui des fois attendent toute la matinée jusqu'à 17h pour avoir un dossier. Mais faites-leur faire des articles, faites-leur faire du contenu, faites-leur faire plein de choses. Il y a plein de choses à faire. Ouais. À partir du moment où on met ça en place, les journées sont infinies en fait. Ouais. Mais bon, c'est un autre débat sur la mode d'organisation et de développement. Trop bien, merci Pierre. Je suis trop content de t'avoir eu. J'espère que ça vous aura donné des pistes. Et puis on te contacte sur LinkedIn si on veut bosser pour X raison avec toi. Avec plaisir. Donc tu ne devras pas être trop non plus harcelé. Mais voilà. Et puis vous, ça recrute pas chez Content? Ça recrute. Moi, j'ai un poste qui s'ouvre pour un senior corporate counsel. Donc si on recrute aussi. Ouais. Regardez pour ceux qui s'intéressent. J'imagine que vous cherchez aussi à débaucher peut-être des gens par-ci par-là. On touche pas aux copains de la French Tech, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, on est toujours. Trop bien. Et allez voir parce que c'est une belle boîte. Et puis merci à toi. Merci beaucoup. À très vite.